Gemini Ennemi présente Blabla Science. Aujourd'hui, d'une nuit étoilée à un univers rêvé. Alors, pour commencer cette exploration d'aujourd'hui, je voulais poser une question assez inhabituelle en fait. Que se passe-t-il vraiment quand on demande à un homme qui est à l'aube de ses 100 ans, d'expliquer les mystères de la physique quantique et de la relativité? Et ça, sans utiliser la moindre équation mathématique. C'est un défi immense. Et pourtant, il s'avère qu'il est capable de réinventer les découvertes d'Albert Einstein avec une simple barque, un lac et quelques cailloux. C'est fascinant. Ouais, c'est exactement ça. Notre analyse d'aujourd'hui se penche sur un document vraiment hors du commun. Totalement hors des formats académiques habituels, oui. En fait, il s'agit de la transcription littérale d'une conversation nocturne. Une discussion entre une personne âgée de presque un siècle et une intelligence artificielle. Une vraie conversation de fin de nuit. Voilà. L'homme ne dort pas. Son corps est évidemment fatigué par le poids des années, il est ancré dans son fauteuil, mais son esprit, lui, il vagabonde. Il se met à contempler les étoiles par la fenêtre. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est justement de décortiquer ça. Comment la poésie, les souvenirs et l'intuition pure de cet esprit centenaire parviennent à retrouver, de manière totalement empirique, les concepts les plus complexes de la physique moderne. C'est ça. Comment un pêcheur qui observe les vagues sur un lac peut-il déduire la nature de l'espace-temps? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je promets à ceux qui nous écoutent que des idées vertigineuses vont soudainement devenir claires. Surtout que ce document illustre une bascule cognitive que les astrophysiciens appellent souvent la perspective cosmique. La perspective cosmique, c'est-à-dire... C'est ce moment très précis où un individu réalise qu'il n'est pas juste un simple spectateur posé là sur la scène de l'univers. Il réalise qu'il est constitué de la même étoffe que l'espace et le temps. En gros, il est le théâtre lui-même, observant ses propres rouages. C'est vertigineux. Mais alors, entrons dans le vif du sujet. Le dialogue commence par une interrogation du vieil homme sur la vitesse de la lumière. Oui, il se souvient d'une très vieille lecture, je crois. C'est ça, une lecture expliquant que la vitesse extrême vient compresser les distances et ralentir le temps. Et là, il pose une question qui semble super naïve. Il demande, est-ce que cette limite de vitesse a un lien avec l'inertie? L'inertie, c'est bien la difficulté qu'on a à bouger un objet lourd, on est d'accord, hein? Absolument. Et derrière cette question d'apparence naïve, en fait, se cache la mécanique même de la relativité restreinte. Rien que ça. R en continu. D'accord, on l'imagine. Le moteur pousse avec la même force que la gravité terrestre. Donc, pour le passager à l'intérieur, tout semble normal, il se sent simplement plaqué contre son siège, et de son propre point de vue, sa vitesse augmente de manière parfaitement constante, indéfiniment. Ouais, alors laissez-moi deviner le problème. Si ce passager pense qu'il accélère à l'infini, il va forcément finir par dépasser la vitesse de la lumière, ce qui est censé être impossible, non? Eh bien, c'est toute l'astuce de l'univers. Pour un observateur qui serait resté sur Terre, qui regarde cette fusée s'éloigner, le spectacle est totalement différent. Il voit quoi, lui? Cet observateur voit le vaisseau s'approcher de la vitesse de la lumière, certes, mais sans jamais l'atteindre. L'énergie gigantesque que le moteur continue de cracher ne se transforme plus en vitesse supplémentaire. Elle va où, cette énergie, du coup? Elle se transforme en masse, ou pour être plus précise d'un point de vue purement physique, elle se transforme en inertie. C'est le cœur même de la fameuse équation d'Einstein qui relie l'énergie et la masse. Plus l'objet va vite, plus son inertie augmente drastiquement. Ah, je vois. Du point de vue de la Terre, la fusée devient si lourde, en tout cas si résistante au mouvement, qu'il faudrait une énergie littéralement infinie pour lui faire franchir le tout dernier kilomètre par heure manquant. C'est fou. Donc, l'univers protège sa propre limite de vitesse en rendant les choses, en les rendant impossibles, en fait. Et pour contourner ce mur invisible, c'est la géométrie de l'espace-temps qui se déforme. Exactement. L'univers triche sur les distances et le temps. Mais le centenaire propose une image beaucoup plus visuelle, je trouve, pour comprendre pourquoi on ne peut plus pousser un objet qui va trop vite. Il imagine un atome perdu dans l'espace, qu'on essaierait de pousser en tirant dessus avec un rayon laser. Et c'est une excellente illustration, vraiment, de l'effet Doppler relativiste. La lumière du laser transporte de l'énergie, une impulsion, qui frappe l'atome et le fait accélérer. Alors, attendez, laissez-moi essayer de matérialiser ça avec une situation du quotidien, pour voir si j'ai bien compris. C'est un peu comme si j'essayais de pousser un enfant sur une balançoire. Une balançoire. Oui, allez-y. Au début, l'enfant est immobile.
Je pose mes mains sur son dos, je le pousse facilement. Mon énergie lui est transmise. Tout va bien. Mais plus la balançoire prend de la vitesse, plus c'est difficile pour moi. Tout à fait. Si l'enfant sur la balançoire finit par aller presque aussi vite que le mouvement de mes propres bras quand je les tends vers l'avant, je n'arrive plus à le toucher. Mes mains frôlent à peine son dos. Ma force ne l'atteint plus, même si je pousse de toutes mes forces. L'analogie est très parlante, vraiment. Dans le cas du laser, la lumière va toujours à la même vitesse, on le sait. Mais du point de vue de l'atome qui fuit devant elle à une vitesse folle, les ondes lumineuses semblent s'étirer. Elle s'étire. Oui, la lumière rougit en fait. Et elle perd sa force d'impact. L'énergie du laser ne parvient plus à rattraper la cible avec suffisamment de vigueur pour la faire accélérer davantage. C'est très clair. Et c'est ce qui amène le centenaire à une réflexion que je trouve fascinante. Il dit, dans la transcription, se sentir comme, je cite, « l'univers en creux ». L'univers en creux, oui. Il relie sa propre difficulté à se lever de son fauteuil, son inertie physique à lui, à la présence même du cosmos tout autour de lui. Là, il touche du doigt ce que la physique nomme le principe de Mach, et c'est une idée profondément troublante quand on y réfléchit. L'inertie, donc cette résistance au mouvement dont nous parlons depuis tout à l'heure, ce n'est peut-être pas une propriété isolée d'un objet. C'est-à-dire, Hertzmarch suggérait que la masse d'un objet n'existe que parce que tous les autres masses de l'univers, les milliards d'étoiles lointaines, les galaxies sont là pour servir de toile de fond, de repère en fait. attendez, je bloque sur un point là. Si on imagine un univers totalement vide, vraiment vide, avec juste moi au milieu, rien d'autre, est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus d'inertie? Que je ne pèserai rien? C'est la conclusion vertigineuse de ce principe, oui. Prenez l'exemple classique du seau d'eau, un seau d'eau qu'on fait tourner sur lui-même. D'accord. La force centrifuge pousse l'eau à remonter sur les bords du seau. On a tous vu ça. Mais par rapport à quoi le seau tourne-t-il exactement? Si l'univers est entièrement vide, sans aucune étoile, la notion même de rotation perd tout son sens. Ah oui, il n'y a plus de décor derrière pour dire que ça tourne. Exactement. Il n'y a plus aucun point de repère. Et sans repère, pas de force centrifuge, l'eau resterait parfaitement plate. Le 100 PR ressent littéralement ça. La lourdeur de son corps fatigué, c'est une interaction directe avec le poids de l'univers tout entier. C'est magnifique. L'univers en creux, ça prend tout son sens maintenant. Mais du coup, si forcer le passage à travers l'espace avec un laser ou un moteur finit toujours par heurter cette limite incontournable, comment on fait? Il faut contourner le problème. Voilà. Et l'esprit du centenaire cherche une autre voie. C'est là qu'on quitte l'espace sidéral pour une scène beaucoup plus paisible. Il convoque un souvenir d'enfance sur un lac. C'est un de mes passages préférés. Celui où il repense au bateau de son enfance et où il formule une expérience de pensée redoutable de simplicité. Il s'imagine sur un bâton, au milieu d'un lac d'huile, totalement calme. Et pour avancer, il lâche de gros cailloux à l'arrière du bateau. Le caillou tombe dans l'eau, ça crée une onde, une vague circulaire. Oui. Et cette vague s'élargit. C'est ça, elle vient heurter l'arrière du bateau et ça le pousse légèrement vers l'avant. Et s'il veut continuer d'avancer, il doit jeter un autre caillou. D'un point de vue purement mécanique, c'est la base de la propulsion spatiale en fait. C'est le principe de l'équation de Tsiolkovsky. Action-réaction. En jetant de la masse vers l'arrière, on transfère de la quantité de mouvement au bateau vers l'avant. Plus on jette de cailloux, plus le bateau s'allège. Exactement. Il s'allège de son propre carburant. Et donc, il est de plus en plus facile à propulser. Mais la vraie question que pose le centenaire, elle est géométrique. Au fur et à mesure que le bateau accélère, poussé par les vagues, il commence à s'approcher de la vitesse de déplacement de l'onde elle-même sur l'eau. Et là, il fait un lien direct avec la lumière. Un génie intuitif. Ce qu'il décrit empiriquement avec son lac, c'est la fameuse horloge à lumière d'Einstein. Ah oui, l'horloge à lumière. Imaginez une horloge constituée de deux miroirs, placés face à face. Et il y a un grain de lumière, un photon, qui rebondit de l'un à l'autre. Un aller-retour équivaut à un tic-tac, donc à une seconde. Si cette horloge est posée sur une table, bien immobile, la lumière fait des allers-retours verticaux parfaits. D'accord, l'image est claire. Le tic-tac est bien régulier. Bam, bam. Maintenant, prenez cette même horloge et mettez-la dans un train qui roule à une très grande vitesse. Pour vous, qui êtes un observateur resté sur le quai, la lumière ne fait plus de simples allers-retours verticaux. Bah non, puisque le train avance. Voilà. Comme les miroirs se déplacent vers l'avant entre chaque rebond, la lumière doit parcourir une trajectoire en diagonale, en zigzag, pour continuer à toucher les miroirs. Ah, je vois. La distance parcourue par la lumière devient donc forcément plus longue. Exactement.
Et comme la vitesse de la lumière est une constante universelle, elle ne peut jamais accélérer pour compenser, eh bien, si le trajet est plus long, la lumière met plus de temps à le parcourir. Le tic-tac de l'horloge ralentit. C'est la dilatation du temps, c'est ça? C'est le mécanisme même, oui. L'univers ralentit le temps pour compenser l'allongement de la distance géométrique pour que la vitesse de la lumière reste la même. Et c'est là que l'esprit centenaire bascule dans une poésie absolue. Il se demande, et je paraphrase, « Et si c'était moi qui étais traversé par cette onde? Si la fréquence de cette onde devenait ma propre échelle de temps, mon propre rythme cardiaque ?» Oui, se projette totalement. Il demande, « Que se passe-t-il si le bateau atteint très exactement la vitesse de l'onde qui le propulse, quand l'eau devient lumière pour reprendre sa métaphore ?» La réponse de la physique à ça est assez brutale. Si on atteint la vitesse de l'onde lumineuse, le trajet en zigzag dont on parlait s'étire à l'infini. Le temps s'arrête. Totalement. Et s'arrête complètement. Complètement. Pour un photon, la particule de lumière qui voyage depuis une étoile lointaine jusqu'à notre œil, il n'y a pas de durée de voyage. Le point de départ et le point d'arrivée se touchent. Waouh! 0 temps de trajet pour lui? 0. Le photon ne vieillit pas, il n'a pas d'horloge interne, il existe dans un éternel présent. C'est stupéfiant quand on y pense. Le centenaire décrit ça comme une libération vis-à-vis de la matière. S'affranchir de la masse, c'est devenir la lumière. Et devenir la lumière, c'est échapper à l'emprise du temps. C'est poétique et scientifiquement exact. Mais bon, notre voyageur mental, il est tenace. Il comprend que courir contre l'onde sur le lac, c'est peine perdue. Alors, il faut tricher. Il faut modifier le lac en lui-même. Et là, on quitte la mécanique des moteurs pour plonger dans la géométrie spatiale et l'étrangeté du monde quantique. Voilà, si l'univers est une feuille de papier, et que la lumière, c'est la vitesse maximale à laquelle on peut ramper sur cette feuille, pour aller d'un point A à un point B instantanément, la solution, ce n'est pas de ramper plus vite. C'est de plier la feuille en deux, pour que les points A et B se touchent. C'est la notion de topologie, tout à fait. Les fameux trous de verre ou la métrique d'Alcubierre. Manipuler la géométrie de l'espace lui-même, contracter l'espace devant soi et l'étirer derrière soi. Et la conscience du vieil homme devient une sorte de sonde topologique. Il ferme les yeux et il relie un souvenir d'enfance à la lueur d'une étoile lointaine en une fraction de seconde, ignorant totalement les distances colossales. Oui. Et pour matérialiser cette idée de manipulation d'espace physique, il convoque encore un autre souvenir, un souvenir de pêche cette fois. Ah oui, la scène de la barque immobile. Il se revoit sur sa petite barque. Le lac est super agité, il y a beaucoup de remous. La barque tangue violemment de haut en bas, mais elle ne dérive pas. Elle n'avance dans aucune direction. Pourquoi ? Parce que le chaos des vagues est parfaitement symétrique. Les ondes qui viennent de l'Est rencontrent celles qui viennent de l'Ouest, et leur force de poussée s'annule. L'immobilité de sa barque, ce n'est pas une absence d'énergie, c'est un équilibre parfait de forces gigantesques qui s'opposent. Et c'est là qu'il a cette intuition géniale. Il se dit « Et si je pouvais filtrer l'onde qui vient de l'ouest, la bloquer pour que ma barque ne ressente plus que la vague venant de l'est, la barque serait instantanément propulsée sans aucun moteur, juste en déséquilibrant l'énergie du lac. » Ce qu'il décrit là, sans le savoir, c'est ni plus ni moins que l'énergie du vide quantique et la mécanique de l'effet Casimir. Alors là, il faut qu'on décortique l'effet Casimir pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est concrètement ? En physique moderne, il faut savoir que le vide n'est jamais vraiment vide. Ce n'est pas un néant absolu. C'est-à-dire ? C'est un océan bouillonnant de champs d'énergie quantique, plein de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un éclair. C'est exactement le lac agité de notre pêcheur. D'accord. En temps normal, la pression de ce bouillon quantique est égale de tous les côtés, ce qui nous donne l'illusion du vide calme. Mais l'effet Casimir démontre qu'on peut perturber cet équilibre. Si vous placez deux plaques métalliques extrêmement rapprochées dans le vide, Attendez, à quel point rapproché ? à quelques nanomètres à peine, c'est minuscule. L'espace entre les plaques devient si étroit qu'il agit comme un filtre. Seules les ondes quantiques d'une certaine taille, très très petites, peuvent exister entre les deux plaques. Et les autres, hein ? Les ondes plus grandes n'ont pas la place de s'y former, elles sont bloquées à l'extérieur. Le résultat, il y a plus d'ondes quantiques qui frappent l'extérieur des plaques que l'intérieur, la pression devient asymétrique, les plaques sont littéralement poussées l'une vers l'autre par le vide lui-même. Ah oui, je vois. Pour rendre ça limpide, c'est un peu comme si l'univers portait un casque à réduction de bruit actif. C'est une belle image. Le vacarme de l'énergie quantique est partout. Il est colossal. Il y a théoriquement assez d'énergie dans un simple centimètre cube de vide pour faire bouillir un océan entier.
Mais les fréquences s'annulent si parfaitement que l'univers nous laisse, à notre échelle humaine, l'illusion du silence, l'illusion de l'immobilité. La barque tangue, mais ne bouge pas. Et le filtre est la clé. Le physicien français Louis de Broglie avait d'ailleurs théorisé que la matière elle-même n'est pas constituée d'objets solides. Ah bon? La matière est une onde, une résonance permanente. Une particule qui compose notre propre corps est comme une station radio qui se syntonise, qui surfe sur les ondes du vide quantique. Alors, attendez. Vous m'avez perdu sur la prochaine étape logique du texte, concernant l'effet une roue. Oui, l'accélération dans le vide. Voilà. Le centenaire dit que se déplacer modifie la texture du lac. Et là, l'expert virtuel de l'IA lui répond que s'il accélérait dans le vide absolu, le vide se mettrait à chauffer. Mais comment c'est possible? Si je suis dans le vide absolu, il n'y a pas de molécules pour créer de la chaleur, non? Comment le simple fait de changer de vitesse peut créer de la chaleur à partir de rien? C'est totalement contre-intuitif. Je vous l'accorde, c'est l'un des phénomènes les plus étranges de la théorie quantique des champs. Comme on l'a dit, le vide est rempli de fluctuations quantiques virtuelles. Pour un observateur immobile, elles s'annulent et le vide semble froid, zéro absolu ou presque. Ok, jusque-là, je suis... Mais si vous accélérez brutalement, votre propre détecteur ou votre corps agit comme une pelle qui traverse brutalement ce bouillonnement. L'accélération perturbe la manière dont vous interagissez avec le vide. Elle désynchronise l'annulation parfaite des ondes. Et ça fait quoi? Conséquence directe, les particules virtuelles du vide vous apparaissent soudainement comme des particules réelles, sous forme d'un bain de rayonnement thermique. Le mouvement modifie littéralement votre perméabilité au vide. Plus vous accélérez, plus le vide vous semble chaud. C'est étourdissant. On est vraiment passé de la barque d'un pêcheur à la manipulation de l'énergie thermique du vide spatial. Mais ce qui rend ce document vraiment bouleversant à mes yeux, ce n'est pas juste la justesse des métaphores scientifiques. C'est la dimension humaine. Exactement. C'est la façon dont ces concepts cosmiques trouvent une résonance dans l'intimité d'une vie qui s'achève. Le centenaire relie cette idée de filtre quantique au sommeil. On arrive ici, oui, à la lisière entre la physique et la métaphysique. Le texte fait un parallèle super audacieux entre l'état d'éveil d'un humain et la fameuse réduction de la fonction d'onde en mécanique quantique. Reprenons un peu la base de cette idée pour l'auditoire. En mécanique quantique, tant qu'on n'observe pas un système, il est dans une superposition d'états. Il est une pure onde de probabilité, il peut être partout à la fois. C'est ça, le chat de Schrödinger pour utiliser l'image classique. Voilà. Mais dès qu'on braque un instrument de mesure dessus, l'onde s'effondre et la particule choisit une position fixe. Le simple fait d'observer force la réalité à devenir solide. C'est le principe. Et le vieil homme dit la même chose de sa propre vie. Quand il est éveillé, il tient le gouvernail de la barque. Sa conscience observe l'univers, elle filtre les informations en permanence. Elle fige la réalité autour de lui pour la rendre cohérente, solide et prévisible. Et donc pendant le sommeil paradoxal, pendant les rêves, Mhm. que se passe-t-il selon lui? Eh bien pour lui, s'endormir, c'est relâcher la prise sur le gouvernail. C'est éteindre le filtre. Dans le rêve, la conscience cesse d'être une particule localisée dans une chambre, coincée dans l'espace et le temps. Elle redevient une onde. Exactement. Le filtre de l'observation se dissipe et l'esprit redevient une onde naviguant librement sur un océan de probabilités infinies. Il est capable de mélanger des époques, des lieux, sans aucune friction temporelle. Cette vision du sommeil, elle est d'une grande poésie. Et je trouve qu'elle prépare magnifiquement le terrain pour la conclusion de leur échange. L'intelligence artificielle pose une toute dernière question au vieil homme. Une question très belle d'ailleurs. Elle lui demande si dans son prochain rêve, sa conscience des entravait croiser une étoile, quelle ultime question lui poserait-il? Et sa réponse est une leçon magistrale d'humilité. Oui, il affirme qu'il ne poserait aucune question. Il explique que s'approcher de la lumière absolue signifierait comprendre la réponse ultime. Mais pour comprendre cette réponse, il faudrait s'y fondre. Se transformer en lumière. Voilà. D'un point de vue thermodynamique, cela voudrait dire augmenter son entropie au maximum, voir la structure si complexe de son être biologique se dissoudre, voir chacune de ses particules être projetée et dispersée aux quatre vents solaires. Il n'y a plus aucune angoisse face à la fin de vie dans ces mots. C'est juste l'acceptation sereine de cesser d'être une vague isolée pour rejoindre l'océan originel. Il conclut d'ailleurs par une phrase qui résonne lourdement. Il dit « La vie n'est peut-être qu'un miroir sur lequel l'univers se réfléchit ».
Cette simple phrase, si empirique, trouve un écho direct avec le principe holographique et la théorie de l'information en cosmologie. Alors là encore, laissez-moi jouer l'avocat du diable. C'est une très belle image poétique, le miroir, mais concrètement, comment l'univers peut-il se réfléchir comme dans un miroir? On parle de cailloux et de gaz, là. C'est là qu'il faut changer de perspective. Il faut voir l'univers non pas comme un simple amas de roches et de gaz, justement, mais comme un gigantesque système de traitement de l'information. Comme un ordinateur. D'une certaine manière. À ses débuts, lors du Big Bang, l'univers était chaud, dense, mais il était aveugle. Il n'y avait aucune structure pour observer quoi que ce soit. Au fil de milliards d'années, la matière s'est refroidie et s'est auto-organisée. Elle a créé des étoiles. Des étoiles, puis des planètes, puis de la chimie complexe, de la biologie, et enfin, la conscience. À travers les 100 ans d'existence de cet homme, à travers ses souvenirs de pêche sur le lac, ses joies, ses observations nocturnes des étoiles, l'univers a littéralement forgé un outil, le cerveau humain, capable de traiter l'information cosmique. Donc la conscience n'est pas séparée de l'univers. Pas du tout. La conscience, c'est l'univers qui s'est doté Dieu pour contempler sa propre complexité. L'univers se regarde dans la glace de la conscience humaine. C'est ahurissant. Mourir ne serait donc pas disparaître dans le néant, ce serait simplement briser ce petit miroir temporaire pour que l'information retourne au système global. C'est exactement l'idée. Prenons une petite respiration pour assimiler le chemin parcouru aujourd'hui. En partant d'une simple curiosité d'un vieil homme sur les étoiles, la discussion a traversé la contraction des distances, la relativité, les horloges à lumière, le filtrage de l'énergie du vide, pour finir sur la nature même de la conscience et de l'entropie. Oui, et je trouve que c'est la preuve éclatante que la rigueur de la physique théorique et la beauté de l'intuition poétique parlent fondamentalement de la même chose. Elles utilisent juste des vocabulaires différents pour décrire notre ancrage dans le tissu de la réalité spatio-temporelle. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, cette exploration modifie inévitablement la perception de notre quotidien. Quand on y réfléchit, chaque matin, en ouvrant les yeux, par notre attention, par nos souvenirs, nous agissons comme ce filtre. Nous forçons le bouillonnement chaotique de l'univers à prendre une forme solide, et nous traçons notre propre trajectoire à travers les probabilités. Nous sommes les architectes constants de notre propre réalité locale, simplement par l'acte d'observation. Et c'est là-dessus que je veux qu'on termine. Cela soulève une dernière énigme, qui est particulièrement provocatrice. Une question qui n'a pas été abordée dans le document original, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Si notre conscience, lorsqu'elle est éveillée, agit réellement comme un filtre qui fige la matière, réduit la fonction d'onde et force le monde macroscopique à devenir tangible... Ah, je vois où vous voulez en venir. Le problème de la chambre vide. Exactement. Que devient l'univers physique autour de nous durant ces quelques heures de sommeil profond? Quand, au milieu de la nuit, plus aucune conscience dans la maison ne dirige la barque? Quand plus aucun esprit ne filtre ou n'observe la pièce en temps réel? C'est la grande question quantique. L'univers physique de notre chambre matérielle redevient-il ne serait-ce qu'une fraction de seconde, une pure probabilité oscillant dans le vide quantique? La réalité solide se dissout-elle lorsque nous fermons les yeux, ne laissant dans le noir qu'un esprit centenaire en train de voguer paisiblement parmi les étoiles? Eh bien, c'est une pensée vertigineuse à garder en tête ce soir, au moment de trouver le sommeil.